Je constatais que la centaine d'édifices publics qui avaient été construits en Guadeloupe suite au cyclone de 1928 par Alitur étaient en train d'être soit abandonnés ou alors faisaient pour certains l'objet de projets de démolition. Ce sont des édifices qui ont de véritables qualités architecturales, des qualités spatiales, des qualités de proportion et un vrai confort d'usage, un confort thermique. Par ailleurs, ce sont des édifices de petite taille qui sont tous très bien situés dans le territoire de la Guadeloupe. La situation de ces édifices publics était, me semble-t-il, stratégique pour penser le devenir du territoire de la Guadeloupe qui aujourd'hui est un territoire que je qualifierais du tout automobile. Et dans la volonté de penser de manière plus durable ce territoire, il me semblait essentiel de ne pas laisser vacants ces édifices publics. Nous avons fait le choix de travailler en particulier sur les édifices scolaires qui avaient fait effectivement l'objet d'une campagne, d'un diagnostic dans le cadre des plans séismes-Antilles. Et ce diagnostic était un diagnostic que je dirais à distance, qui ne quantifiait pas. Et l'ensemble des édifices construits dans les années 1930 à 1936 par Alitur étaient donc classés dans la catégorie qui ne pouvait pas faire l'objet d'un projet de consolidement. Pour chaque école, on a une classe de plan carré qui fait 7 mètres par 7 mètres, qui ensuite est desservie en enfilade prolongée par une galerie. Et toutes les écoles ont la même classe. La variation entre les écoles de hameaux, les écoles des centres-bourgs tient à la position de la galerie et à l'organisation de l'angle avec le logement des enseignants. Et donc ça nous permettait, à partir de l'analyse très précise d'une salle de classe type, de pouvoir ensuite extrapoler ces données pour envisager la conservation, la remise en projet, la réhabilitation de d'autres écoles. Nous avons fait le choix d'avoir une recherche qui croise les connaissances de l'histoire avec les connaissances de l'architecture et celles des sciences et techniques pour l'architecture. Et donc j'ai fait appel en particulier à Jean-Christophe Grosso, qui est architecte et qui a une expérience notamment dans la conception, la fabrication de modèles de passerelles et d'écoles parasismiques et paracycloniques en Haïti. Comme notre objectif c'était d'être en quelque sorte une recherche appliquée, il fallait qu'on trouve à la fois le langage et les supports pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des acteurs de la construction en Guadeloupe. Ça a influencé notre méthode, notamment par exemple dans la façon dont on a relevé les bâtiments. Ce sont des relevés en géométro qui ont pour objectif de montrer les qualités à travers le relevé et les dessins qui sont produits à partir des relevés. Donc à la fois les qualités physiques, mais par exemple la quantité de ciment utilisé dans un béton, dans les différents bétons. Et tout ça remis à travers un processus de géométro architecturaux qui permettent d'avoir une vision quantifiée. C'est-à-dire que les qualités positives qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir justifier ces bâtiments dans le futur, il faut les chercher. Il y a cette nécessité du regard positif à la recherche des qualités à travers le dessin. Le dessin, il est simplement la façon de mettre ensemble les choses et de pouvoir les présenter sous forme d'arguments. Mais les dessins, c'est pas la seule chose. Et ces dessins vont permettre aussi d'alimenter en méthode la modélisation numérique qui, elle, va nous donner des résultats de résistance minimale de ces bâtiments. Dans un second temps, dans la volonté d'avoir une pensée qui soit territorialisée, de ce diagnostic constructif. Nous avons également travaillé avec un collègue qui est paysagiste environnementaliste. On essayait de faire le lien entre l'histoire de l'architecture et les sciences de l'ingénierie, avec comme relais central la construction, entre l'histoire de l'architecture et la construction, l'histoire de la construction, et de l'autre côté, l'histoire de l'ingénierie. Ce qui est important, c'est comment on intègre les qualités de l'architecture au sein de ce processus. Et une façon de les intégrer, c'est ce qu'a présenté Sophie, c'est-à-dire c'est par la question des proportions. Et c'est pour ça que le relevé n'est pas seulement un relevé, c'est un relevé en proportion. Aussi bien en proportion de liant dans un mortier que en proportion d'un bord de dalle filant comparé à un portique ou une épaisseur de poteau.
La recherche va très concrètement donner lieu à des journées de sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, mais le résultat de notre recherche s'adresse avant tout à la maîtrise d'ouvrage. Ce que nous proposons en fait, c'est de renouveler la rédaction, la formulation des cahiers des charges à destination des bureaux d'études. Un logiciel de calcul, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très courant, mais c'est que c'est un véritable outil. C'est-à-dire que un bureau d'études s'approprie le logiciel et la façon de l'utiliser, la façon de modéliser, la façon de mailler, la façon de l'alimenter en données de masse, fait partie véritablement de la culture et du savoir du concepteur. La façon dont l'observation par le relevé et le dessin va permettre d'alimenter la méthode de calcul à travers les logiciels fait partie de notre recherche. Ce travail a montré en quoi et pourquoi les architectures tropicales, en particulier construites au début du XXe siècle, sont paradigmatiques des enjeux pour penser le XXIe siècle, puisque l'on analyse des architectures qui ont été construites avec des moyens frugaux, en situation d'insularité, en situation coloniale, et devant répondre à des climats chauds et humides. Et toutes ces questions sont vraiment au cœur de la manière de penser le projet aujourd'hui. La surprise pour moi, ça a été de constater que Haïti et la Guadeloupe sont aussi issus d'un massif corallien effondré, donc ont la même ressource. Et donc, ce qui a été développé en Guadeloupe au début du XXe siècle, peut être mis en perspective de la situation d'Haïti d'aujourd'hui. Et en quelque sorte, c'est même assez fascinant de voir que peut-être des solutions pour Haïti d'aujourd'hui auraient été déjà développées dans l'espace colonial au début du XXe siècle, mais oubliées.